Le soleil couchant filtrait à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque Sainte-Geneviève, projetant des ombres dansantes entre les rayonnages centenaires. Élise Moreau ajustait ses lunettes d'un geste machinal, observant les derniers lecteurs de cette journée d'octobre. L'air sentait le parchemin ancien et la poussière dorée, cette odeur si familière qui l'avait attirée vers ce métier de bibliothécaire. « Mesdames et messieurs, la bibliothèque ferme dans 15 minutes », annonça-t-elle d'une voix claire qui résonna sous les voûtes de fer forgé. Mais quelque chose clochait. Habituellement, cette annonce déclenchait un balai organisé, les étudiants rangeaient leurs affaires, les chercheurs notaient leurs dernières références. Ce soir, plusieurs lecteurs restaient immobiles, comme hypnotisés par leurs ouvrages. Élise fronça les sourcils en s'approchant de la section des manuscrits médiévaux. Margot Delacroix, une étudiante en littérature qu'elle connaissait bien, était penchée sur un grimoire aux pages jaunies. Ses longs cheveux châtains masquaient son visage, mais Élise pouvait voir ses lèvres bouger silencieusement, murmurant des mots dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Margot, murmura Élise en posant délicatement sa main sur l'épaule de la jeune femme. Margot sursauta violemment, ses yeux verts écarquillés comme si elle émergeait d'un rêve profond. Oh, Élise. Quelle heure est-il? Presque 19 heures. Nous fermons. Tout va bien? Tu semblais ailleurs. La jeune étudiante cligna plusieurs fois des yeux, regardant autour d'elle avec confusion. J'étais en train de lire ce texte sur l'architecture gothique et les... Elle s'interrompit, fixant le livre ouvert devant elle. C'est étrange, je ne me souviens plus de ce que je lisais. Élise jeta un coup d'œil au manuscrit. Les pages étaient couvertes de symboles complexes et de textes en latin, illustrés de créatures ailées au visage grimaçant. Des gargouilles, réalisa-t-elle avec un frisson inexpliqué. Écoute, je vais fermer la section. Tu peux finir de ranger tes affaires? Bien sûr, répondit Margot en refermant précipitamment le livre. Élise s'éloigna pour vérifier les autres sections, mais un malaise grandissant l'habitait. L'atmosphère de la bibliothèque semblait différente, plus lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Quand elle revint vers la section médiévale 5 minutes plus tard, Margot avait disparu. Margot? Appela-t-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain. Aucune réponse. Élise fouilla les rayonnages, vérifia les toilettes, interrogea le gardien. Personne n'avait vu la jeune femme sortir. Les caméras de sécurité, consultées en urgence, montraient Margot assise à sa table, puis plus rien. Comme si elle s'était volatilisée. Seule dans la bibliothèque désormais vide, Élise retourna vers la table où Margot était assise. Le manuscrit avait disparu lui aussi. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, un murmure s'éleva des rayonnages. Des voix basses, chuchotant en latin des mots qu'elle ne comprenait pas mais qui faisaient courir des frissons le long de sa colonne vertébrale. Veniant atno. Les ombres semblaient bouger, s'étirer vers elle comme des doigts avides. Élise recula, le cœur battant, et se précipita vers la sortie. Derrière elle, les murmures s'intensifiaient, portés par un vent qui n'existait pas. Gabriel Rousseau sirotait son café matinal en parcourant les faits divers du jour quand un entrefilet attira son attention. Disparition mystérieuse d'une étudiante à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Son instinct de journaliste s'éveilla immédiatement. 35 ans de métier lui avaient appris à flairer les histoires qui cachaient plus qu'elles ne révélaient. Il se rendit sur place dès l'ouverture. La bibliothèque baignait dans la lumière dorée du matin, ses voûtes métalliques scintillant comme une cathédrale industrielle. Élise Moreau l'accueillit avec une méfiance polie, ses traits tirés trahissant une nuit blanche. « Monsieur Rousseau, n'est-ce pas? Du Figaro ?» Elle ajusta nerveusement ses lunettes. « Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus que ce que j'ai déclaré à la police. Parfois, les détails qui semblent insignifiants révèlent l'essentiel, » répondit Gabriel en sortant son carnet. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Élise hésita, puis le guida vers la section médiévale. Margot consultait ce manuscrit, enfin, je crois. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Mais ce n'est pas tout. Sa voix baissa. J'ai entendu des voix. Des chuchotements en latin. Gabriel nota scrupuleusement, cachant son scepticisme. Ces voix, vous les aviez déjà entendues auparavant? Jamais. Mais depuis quelques semaines, j'ai remarqué des comportements étranges chez certains lecteurs. Ils restent très tard, semblent fascinés par des ouvrages particuliers. Toujours des textes anciens. L'après-midi, Gabriel élargit son enquête. Au commissariat, il apprit que Margot n'était pas la première.
3 autres disparitions similaires avaient eu lieu dans des bibliothèques parisiennes au cours du mois écoulé. Toujours des jeunes gens, toujours des consultants d'ouvrages anciens, toujours sans trace. Il y a un schéma, murmura-t-il en étalant ses notes sur son bureau. Chaque victime étudiait des sujets liés au Moyen Âge, architecture gothique, démonologie, histoire de Paris. Un fil rouge se dessinait. Le soir même, il retrouva Élise dans un café près de Notre-Dame. La cathédrale se dressait dans l'obscurité, ses gargouilles scrutant la ville de leurs yeux de pierre. « J'ai fouillé dans les affaires de Margot », avoua Élise en poussant un carnet vers lui. « Regardez. » Gabriel ouvrit le carnet et retint son souffle. Page après page, des dessins obsessionnels de gargouilles couvraient le papier. Créatures ailées au visage torturé, symboles occultes, et surtout, une carte de Paris parsemée de points rouges. Ces points correspondent aux bibliothèques où ont eu lieu les disparitions, chuchota Élise. Et regardez ça. Au centre de la carte, Notre-Dame était entourée d'un cercle complexe, relié par des lignes aux autres points. Comme un réseau, ou un piège. Qu'est-ce que vous en pensez ? Demanda Gabriel. Élise leva les yeux vers la cathédrale. Je pense que nous devons parler à quelqu'un qui connaît vraiment l'histoire de ces lieux. Quelqu'un qui pourrait expliquer pourquoi Margot dessinait obsessionnellement ces créatures. Une silhouette en soutane traversait le parvis. Gabriel et Élise échangèrent un regard. Leur enquête ne faisait que commencer, mais déjà, ils sentaient qu'elle les mènerait bien au-delà du rationnel. Père Antoine Dubois les reçut dans la sacristie de Notre-Dame, ses mains ridées caressant machinalement son bréviaire. À 60 ans, ce prêtre érudit avait consacré sa vie à l'étude de l'histoire sacrée de Paris. Ses yeux perçants scrutèrent Gabriel et Élise avec une intensité troublante. Des disparitions liées aux gargouilles ? Répéta-t-il après avoir écouté leur récit. Vous touchez là à des secrets que l'Église préfère garder dans l'ombre. Gabriel se pencha en avant. Que voulez-vous dire, mon père ? Le prêtre soupira profondément, regardant par la fenêtre les silhouettes menaçantes qui ornaient les tours de la cathédrale. Les gargouilles ne sont pas que des ornements, messieurs dames. Elles sont les gardiennes de Paris, sculptées par des maîtres qui connaissaient les anciens secrets. Des gardiennes ? Élise fronça les sourcils. Contre quoi ? Contre ce qui rôde dans l'ombre depuis la nuit des temps. Père Antoine se leva et ouvrit un coffre ancien. Il en sortit un manuscrit enluminé. Regardez. 12e siècle. L'architecte de Notre-Dame, Maurice de Sully, n'a pas choisi l'emplacement de la cathédrale par hasard. Les pages révélaient des textes en latin accompagnés d'illustrations saisissantes, des créatures démoniaques s'échappant du sol, repoussées par des gargouilles aux ailes déployées. Paris fut bâti sur un nexus, un point de convergence entre notre monde et d'autres dimensions. Les gargouilles furent sculptées pour maintenir l'équilibre, certaines pour protéger, d'autres pour contenir. Gabriel secoua la tête. Vous parlez de superstition médiévale. Vraiment ? Le prêtre sourit tristement. Alors expliquez-moi pourquoi, chaque nuit depuis 3 semaines, je vois les gargouilles bouger. Imperceptiblement, mais elles bougent. Un silence glacé s'installa. Élise brisa finalement, et la bibliothèque Sainte-Geneviève. Construite sur l'ancien cloître de l'abbaye, lui-même érigé sur un site de rituel païen. Si quelqu'un cherche à affaiblir les protections de Paris, c'est un endroit stratégique. Père Antoine referma le manuscrit. Il y a autre chose. Connaissez-vous Lucien Grimwald ? Le conservateur en chef ? Élise pâlit. Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ? Sa famille descend d'une lignée de gardiens, corrompus. Des hommes qui, au lieu de protéger l'équilibre, cherchent à l'exploiter. Soudain, la porte de la sacristie s'ouvrit. Margot Delacroix se tenait sur le seuil, mais quelque chose avait changé en elle. Ses yeux verts brillaient d'une lueur surnaturelle, et quand elle sourit, ses dents semblaient plus acérées. « Bonsoir », dit-elle d'une voix qui portait des harmoniques étranges. « J'espère que je ne vous dérange pas. Mais nous devons parler. » Père Antoine se signa instinctivement. Gabriel recula, cherchant une sortie. Seule Élise fit un pas vers la jeune femme. « Margot ? Où étais-tu ? Nous t'avons cherché partout. » J'étais ailleurs. Dans les espaces entre les mots, entre les pierres, entre les mondes. Margot inclina la tête comme un oiseau curieux. Et maintenant, je suis revenu pour vous avertir. Lucien Grimwald prépare quelque chose de terrible. Et vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter. Dehors, le vent se leva soudainement,
faisant gémir les gargouilles de Notre-Dame dans la nuit parisienne. L'appartement d'Élise, rue des Écoles, n'avait jamais semblé si petit. Margot était assise sur le canapé, parfaitement immobile, ses mains posées sur ses genoux dans une position qui évoquait les statues gothiques. Gabriel arpentait la pièce, son carnet à la main, tandis qu'Élise préparait du thé avec des gestes nerveux. « Raconte-nous ce qui t'est arrivé », dit doucement Élise en posant une tasse devant Margot. La jeune femme leva les yeux, et Élise frissonna. Ce regard n'était plus tout à fait humain. « J'ai été choisi. Quand j'ai ouvert ce manuscrit, les mots se sont mis à danser sur la page. Ils m'ont parlé en latin, puis dans des langues plus anciennes encore. Que disait-il ? Gabriel s'arrêta de marcher. Que les barrières s'affaiblissent. Que les gardiens de pierre perdent leur pouvoir. Que quelqu'un les nourrit avec des âmes humaines pour les corrompre. Margot prit la tasse mais ne but pas. Ils m'ont emmené dans leur monde, entre les dimensions. J'ai vu la vérité. Élise s'assit près d'elle. Quelle vérité ? Lucien Grimwald ne collectionne pas les âmes par plaisir. Il prépare un rituel. Un rituel qui libérera définitivement les démons de pierre, qui brisera l'équilibre millénaire de Paris. Les yeux de Margot se fixèrent sur un point invisible. Et pour cela, il a besoin d'un pont. Quelqu'un qui peut naviguer entre les mondes. Toi, murmura Gabriel. Moi. Margot sourit, et ce sourire glaça le sang d'Élise. Mais je ne suis pas la seule. Les autres disparus, ils sont toujours vivants, quelque part entre les dimensions. Prisonniers dans une bibliothèque qui n'existe que dans l'ombre. Soudain, Margot se figea. Ses yeux se révulsèrent, et elle commença à parler en latin d'une voix qui n'était plus la sienne, veniant at nos in noct. Veniant at nos per sanguinem. Qu'est-ce qu'elle dit ? Gabriel recula. Élise, qui avait étudié le latin, traduisit avec effroi, qu'ils viennent à nous dans la nuit. Qu'ils viennent à nous par le sang. Margot cligna des yeux et redevint normale. Pardon. Parfois, il parle à travers moi. Les gargouilles, elles me montrent des choses. Quelles choses ? Grimwald. Il est dans les souterrains de Notre-Dame en ce moment même. Il prépare la prochaine phase. Margot se leva brusquement. Nous devons y aller. Maintenant. C'est un piège, objecta Gabriel. Peut-être. Mais si nous n'agissons pas, demain soir, lors de l'éclipse lunaire, il sera trop tard. Margot se dirigea vers la porte. Et puis, vous n'avez pas le choix. Il sait que vous enquêtez. Il vient vous chercher. Comme pour confirmer ses paroles, les lumières de l'appartement s'éteignirent une à une. Dans l'obscurité, des ombres commencèrent à ramper sous la porte, s'étirant vers eux comme des tentacules noirs. « Courez !» cria Margot. Mais il était déjà trop tard. Les ombres enveloppèrent Élise, qui eut juste le temps de voir Gabriel se précipiter vers la fenêtre avant que l'obscurité ne l'emporte dans un tourbillon glacé. La dernière chose qu'elle entendit fut le rire de Lucien Grimwald résonnant dans les ténèbres. Élise s'éveilla dans un silence absolu. Elle se trouvait dans une version spectrale de la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais tout était différent. Les murs semblaient translucides, les rayonnages s'étendaient à l'infini, et une lumière blafarde filtrait de nulle part. L'air sentait le parchemin moisi et quelque chose de plus troublant, la peur. « Tu es réveillé. » Margot apparut entre les rayonnages, sa silhouette scintillant légèrement. « Bienvenue dans la bibliothèque des ombres. » Où sommes-nous ? Élise se leva, chancelante. Dans l'espace entre les mondes. Là où Grimwald emprisonne les âmes qu'il collectionne. Margot désigna les livres qui les entouraient. Chaque ouvrage contient une parcelle d'âme humaine. Regarde. Élise s'approcha d'un rayonnage. Les livres pulsaient faiblement, comme des cœurs endormis. Quand elle en ouvrit un, des visages apparurent sur les pages, bouches ouvertes dans des cris silencieux. Mon Dieu! Les autres disparus sont ici, fragmentés, dispersés dans ces volumes. Grimwald les utilise pour nourrir les gargouilles corrompues, pour les rendre plus fortes. Margot posa sa main sur l'épaule d'Élise. Mais il y a un moyen de les libérer. Elles marchèrent à travers cette bibliothèque impossible, croisant parfois des silhouettes translucides, les échos des âmes prisonnières. Certaines tentaient de communiquer, d'autres erraient sans but, perdues dans leurs propres souvenirs. « Comment peux-tu naviguer ici ?» demanda Élise. « Parce que je suis devenu comme eux, en partie. Le pont dont parlait Grimwald.
Je peux exister dans les deux dimensions. Margot s'arrêta devant une section particulière. Voici ce qu'il cherche vraiment. Au centre de cette section trônait un grimoire massif, relié de cuir noir et orné de symboles qui semblaient bouger. Le Codex Umbra. Le livre des ombres de Paris. Il contient les vrais noms des entités emprisonnées sous la ville, les formules pour briser leurs chaînes. Et Grimwald veut s'en servir? Pour libérer ce qui dort sous Notre-Dame depuis 1000 ans. Une entité si puissante que les premiers chrétiens ont dû construire la cathédrale pour la contenir. Margot toucha le livre, et des étincelles noires jaillirent. Mais il lui faut l'énergie des âmes collectées, et surtout, moi. Soudain, la bibliothèque trembla. Les livres tombèrent des rayonnages, et une voix résonna partout à la fois, « Margot, ma chère enfant. Il est temps de rentrer à la maison. » Lucien Grimwald se matérialisa devant elle, mais sa forme était différente ici. Plus grande, plus sombre, avec des yeux qui brillaient comme des braises. « Et vous, mademoiselle Moreau, vous allez m'aider à convaincre vos amis de ne pas interférer. » Jamais. Élise recula, mais les ombres l'encerclèrent. « Oh, mais si. » Grimwald sourit, révélant des dents trop pointues. Car dans quelques heures, l'éclipse commencera. Et avec elle, la libération de Paris de ses chaînes millénaires. Pendant ce temps, dans le monde réel, Gabriel et Père Antoine couraient dans les souterrains de Notre-Dame, guidés par les gargouilles bienveillantes qui leur montraient le chemin. Ils ne savaient pas encore qu'ils se dirigeaient vers le piège le plus ancien de Paris. Les catacombes sous Notre-Dame s'étendaient bien plus loin que ne l'indiquaient les plans officiels. Gabriel et Père Antoine progressaient à la lueur de leurs lampes torchées, suivant un passage taillé dans la roche vivante. L'air était lourd, chargé d'une énergie oppressante qui faisait vibrer leurs os. « Par ici » murmura Père Antoine en désignant des symboles gravés dans la pierre. Ces marques, elles sont antérieures au christianisme. Ils débouchèrent dans une vaste chambre circulaire. Au centre, un autel de pierre noire était entouré de 12 gargouilles grandeur nature, leurs yeux sertis de rubis qui luisaient dans l'obscurité. Lucien Grimwald se tenait devant l'autel, psalmodiant dans une langue oubliée. « Trop tard » dit-il sans se retourner. L'éclipse a commencé. Gabriel leva sa lampe. Grimwald avait changé. Sa peau était parcourue de veines noires, ses cheveux avaient blanchi, et quand il sourit, ses canines étaient démesurément longues. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites » dit Père Antoine en s'avançant. « Cette entité que vous voulez libérer, elle détruira Paris. » Détruire ? Grimwald éclata de rire. « Je vais la libérer. Paris a été trop longtemps sous le joug de vos superstitions chrétiennes. Il est temps de rendre à cette ville sa vraie nature. » Il désigna l'autel. Des lignes de sang frais y dessinaient un pentagramme complexe. Le sang des âmes collectées, mélangé au mien. Dans 1 heure, quand l'éclipse sera totale, je briserai le sceau millénaire. Et Margot? Où est-elle? Gabriel serra les poings. En sécurité, dans l'entremonde. Elle est la clé, voyez-vous. Son âme, transformée par le contact avec les gargouilles, peut servir de pont permanent entre les dimensions. Grimwald caressa une des statues. Ces beautés ont faim depuis si longtemps. Elles méritent de chasser à nouveau. Soudain, les gargouilles bougèrent. Leurs têtes de pierre tournèrent vers les intrus, et leurs yeux rubis s'embrasèrent. Père Antoine brandit son crucifix, mais les créatures se contentèrent de ricaner. « Vos symboles n'ont aucun pouvoir ici, » dit Grimwald. « Nous sommes dans le cœur de l'ancien Paris, là où les druides célébraient leurs rites bien avant que vos ancêtres n'arrivent avec leurs croix. » Gabriel remarqua alors les fresques sur les murs. Elles racontaient l'histoire secrète de Paris, une ville bâtie sur un nexus dimensionnel, gardée par des entités qui n'étaient ni anges ni démons, mais quelque chose de plus ancien. Les premiers chrétiens n'avaient pas vaincu ces forces, ils avaient négocié avec elles. La vérité vous dérange? Grimwald avait suivi son regard. Paris n'a jamais été une ville chrétienne. Elle a toujours été un carrefour entre les mondes. Et moi, je vais restaurer cet équilibre. Au-dessus d'eux, un grondement sourd ébranla la voûte. L'éclipse progressait, et avec elle, l'affaiblissement des barrières dimensionnelles. Dans les rues de Paris, les vraies gargouilles de Notre-Dame commençaient à s'animer, certaines pour protéger, d'autres pour détruire. « Il faut arrêter ça », murmura Gabriel. Mais Grimwald leva la main, et les gargouilles de la chambre se dressèrent, prêtes à bondir. Trop tard, messieurs. L'heure de la libération a sonné. Dans la bibliothèque des ombres, Élise sentit le changement.
Les livres s'ouvraient d'eux-mêmes, libérant des fragments d'âme qui tourbillonnaient dans l'air. Margot la regardait avec des yeux emplis de tristesse. « Il commence », dit-elle simplement. « Et bientôt, je devrais choisir. » L'éclipse lunaire plongea Paris dans une obscurité surnaturelle. Sur les tours de Notre-Dame, les gargouilles s'éveillèrent dans un concert de pierres qui se brisent et se reforment. Certaines déployèrent leurs ailes pour protéger la ville, d'autres s'élancèrent dans la nuit avec des cris de prédateurs affamés. Dans la chambre souterraine, Grimwald achevait son rituel. Le sang sur l'autel bouillonnait, formant des symboles qui s'élevaient dans l'air comme une écriture de feu. Les 12 gargouilles entourant l'autel vibraient d'une énergie croissante. « Venez à moi, ancien maître !» cria-t-il en levant un poignard rituel. « Brisez vos chaînes millénaires !» Gabriel et Père Antoine tentèrent de l'arrêter, mais une barrière invisible les repoussa. Au même moment, dans la bibliothèque des ombres, Élise vit Margot se diriger vers le Codex Abra. « Non !» cria-t-elle. « Tu ne peux pas. »« Je dois le faire, » répondit Margot, les larmes aux yeux. « Si je ne deviens pas le pont, il utilisera les autres âmes. Elles souffriront éternellement. » Margot posa ses mains sur le grimoire. Immédiatement, des filaments de lumière noire jaillirent du livre, s'enroulant autour d'elle comme des chaînes vivantes. Son corps commença à se transformer, devenant semi-translucide. Dans le monde réel, l'entité sous Notre-Dame commença à s'éveiller. Le sol de Paris trembla, et des fissures apparurent dans les rues, laissant s'échapper une lumière verdâtre. Les gargouilles protectrices luttaient contre leurs sœurs corrompues dans un balai aérien terrifiant. Élise comprit soudain. « Margot, tu n'es pas obligée de devenir leur pont. Tu peux choisir de quel côté tu veux être. » « Comment ? » ?»« En fusionnant avec une gargouille protectrice. En devenant leur championne au lieu de leur esclave. » Margot hésita. Dans cette hésitation, Élise sentit une présence familière. Une des gargouilles bienveillantes de Notre-Dame était venue jusqu'ici, dans l'entremonde, pour offrir son aide. « Fais-le !» cria Élise. « Choisis ton camp. » Margot lâcha le Codex Abra et tendit ses mains vers la gargouille protectrice. La fusion fut instantanée et éblouissante. Quand la lumière se dissipa, Margot avait changé. Elle possédait maintenant des ailes de pierre vivante et ses yeux brillaient d'une lumière dorée. Dans la chambre souterraine, Grimwald hurla de rage. Son rituel était interrompu, mais l'entité était déjà partiellement libérée. Une forme immense et tentaculaire commença à émerger de l'autel, ses pseudopodes cherchant à s'ancrer dans la réalité. « Tu as détruit des siècles de préparation. » rugit-il vers le plafond, sentant la présence de Margot transformée. Mais Père Antoine souriait. « Non. Elle a fait ce que vous n'avez jamais compris. Elle a choisi l'équilibre plutôt que la domination. » La bataille finale commençait. Margot, désormais gardienne ailée, plongea depuis l'entremonde vers la chambre souterraine. Grimwald invoqua ses gargouilles corrompues pour la combattre. Gabriel et Père Antoine tentèrent de détruire l'autel pendant que l'entité tentaculaire luttait pour s'incarner complètement. Au-dessus, Paris entier était le théâtre d'un combat entre les forces de l'ordre et du chaos, entre les gardiens millénaires et ceux qui voulaient briser l'équilibre ancien. L'éclipse atteignait son apogée, et avec elle, le moment de vérité pour la ville lumière. L'éclipse touchait à sa fin quand Margot, dans sa forme de gargouille ailée, affronta directement l'entité tentaculaire. Ses ailes de pierre vivante brillaient d'une lumière dorée qui repoussait les ténèbres. Chaque battement créait des ondes qui stabilisaient la réalité autour d'eux. « Tu ne peux pas me vaincre !» hurla Grimwald, son corps se déformant sous l'influence de l'entité qu'il avait partiellement libérée. « Je suis lié à elle. »« Alors tu partageras son sort, » répondit Margot d'une voix qui résonnait comme le chant des cloches. Elle plongea vers l'autel, saisit l'entité tentaculaire de ses mains de pierre, et ensemble, elles disparurent dans un tourbillon de lumière. Grimwald, aspiré par le vortex, poussa un dernier cri avant de se volatiliser. Gabriel et Père Antoine se retrouvèrent seuls dans la chambre soudain silencieuse. L'autel s'était fissuré, les gargouilles corrompues s'étaient écroulées en poussière, et une paix étrange emplissait l'air. Dans la bibliothèque des ombres, Élise vit les livres s'ouvrir un à un, libérant les âmes prisonnières dans des spirales de lumière. Les disparus retrouvaient leur forme, confus mais vivants. La bibliothèque spectrale commença à se dissoudre, renvoyant chacun dans le monde réel. « Margot » appela Élise dans le vide qui se reformait. Une voix lui parvint, lointaine mais sereine, « Je veille sur Paris maintenant. C'est mon choix, ma rédemption. » 6 mois plus tard,
la vie avait repris son cours normal. Élise était devenue conservatrice en chef de la bibliothèque Sainte-Geneviève, désormais purifiée de ses ombres maléfiques. Elle guidait les nouveaux lecteurs avec une sagesse nouvelle, veillant discrètement sur ceux qui consultaient les ouvrages anciens. Gabriel avait publié un livre sur les mystères de Paris, mêlant habilement faits historiques et légendes urbaines. Il n'avait jamais révélé la vérité complète, mais son œuvre sensibilisait les Parisiens aux secrets de leur ville. Père Antoine, remis de ses blessures, avait repris sa veille sur Notre-Dame. Il savait maintenant que les gargouilles n'étaient pas que des ornements, et il leur parlait parfois, le soir, quand les touristes étaient partis. Un soir d'automne, Élise leva les yeux vers les tours de la cathédrale. Une nouvelle gargouille ornait la façade sud, plus belle que les autres, avec un visage qui évoquait vaguement celui de Margot. Ses yeux de pierre semblaient sourire, et parfois, quand le vent soufflait dans la bonne direction, Élise croyait entendre son rire porté par la brise. Paris était redevenue elle-même, mystérieuse, éternelle, gardée par des protecteurs invisibles. Dans les bibliothèques, les lecteurs consultaient leurs livres en paix. Dans les rues, les ombres n'étaient plus que des ombres. Et sur Notre-Dame, les gargouilles veillaient, comme elles l'avaient toujours fait, comme elles le feraient toujours. L'équilibre était restauré, et Margot Delacroix, désormais gardienne de pierre et d'âme, protégeait la ville qu'elle avait appris à aimer. Son sacrifice n'avait pas été vain, il avait sauvé Paris et offert à ses habitants le plus précieux des cadeaux, la possibilité de rêver en sécurité, à l'ombre des gargouilles bienveillantes.